Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur l'interview de Théo. Il est sorti tout récemment de Secret Story 2025. Le premier éliminé après 9 jours seulement. Oui, c'est ça. Un passage très court, mais déjà assez marquant, on peut dire. Entre son secret et puis une polémique qui a éclaté très vite. Exactement. Et cette interview, elle date du 19 juin, juste après sa sortie. Donc on va regarder un peu ses impressions, son secret, et puis bien sûr sa réaction à cette fameuse polémique. Tout à fait. C'est toujours intéressant, ces interviews post-sortie. Ça nous donne un aperçu de l'expérience de l'intérieur, même si elle est courte, et surtout comment il gère l'image, la controverse. Alors, premier point, son élimination. Bon, il se dit déçu, évidemment, qu'il ne le serait pas, mais il insiste sur le fait qu'il a aucun regret. Il parle de 9 jours exceptionnels. Hmm. Grâce aux rencontres, dit-il. Bon, 9 jours, ça paraît un peu court pour créer des liens si forts, non? Enfin, je sais pas. Bah, c'est vrai que ça peut sembler rapide, mais faut imaginer, ils sont coupés du monde, 24 heures sur 24 ensemble. L'intensité est décuplée, quoi. Ah oui, c'est vrai. Donc les liens, ils peuvent se tisser très très vite. Et puis bon, c'est aussi assez classique cette réaction. Mettre en avant le positif, l'aventure humaine. Oui, pour pas avoir l'air mauvais perdant, peut-être. Voilà, c'est un peu ça. C'est une manière de dire j'ai pas vraiment perdu, j'ai vécu quelque chose de fort, moins une défaite, plus une expérience, même brève. D'accord. Alors, son secret, c'était quand même assez lourd, hein. J'ai vécu 6 mois dans ma voiture. Il dit lui-même que c'est encore difficile d'en parler. Oui, Que ça lui a forgé, je cite, une carapace. Et il espère que l'émission va l'aider à s'en défaire de cette carapace. C'est un peu étonnant comme démarche, non? Utiliser une émission comme ça pour ça. c'est intéressant, oui. Cette carapace, c'est une métaphore forte pour une défense psychologique, hein, construite suite à une épreuve vraiment difficile. Le sans-abrisme, c'est pas rien. Clairement. Et vouloir s'en débarrasser après avoir été sous les projecteurs, ça pose question. Est-ce que c'est la pression médiatique qui pousse à une forme de mise à nu ou est-ce qu'on joue un peu la vulnérabilité aussi? Difficile à dire. Difficile à dire. Son souhait semble sincère dans ce qu'il dit là, mais le contexte de la télé-réalité, c'est toujours particulier pour évaluer l'authenticité, quoi. Oui, bien sûr. Alors, il parle aussi des secrets des autres. Il y en a deux qui l'ont marqué. D'abord, celui de Noah et Anita, des ex, alors qu'il était allié avec Noah. Ah ouais. Il dit qu'il a rien vu venir, qu'il cherchait pas ce côté-là. Il pensait plutôt à un secret de famille, genre frère caché ou quelque chose comme ça. Classique du jeu, ça. L'alliance qui aveugle un peu, qui empêche de voir ce qui est juste sous notre nez. La confiance contre la méfiance permanente. C'est ça. Mais le secret qu'il a vraiment touché, c'est celui de Pemprenel. La moitié de mon visage a été reconstruite. Il dit d'elle que c'est une personne extraordinaire. Oui, et ça montre bien comment certaines histoires personnelles, surtout des histoires de résilience comme ça, peuvent vraiment dépasser le cadre du jeu. Hmm. L'empathie prend le dessus sur la stratégie, même si c'est temporaire. Ça crée des liens humains très forts, au-delà de la compétition. Et d'ailleurs, quand on lui demande son meilleur souvenir, il répond direct Schnook et Mulks, sa rencontre avec Pemprenel. C'est assez cohérent. Tout à fait. Pour le pire moment, il botte un peu en touche. Il dit qu'il n'y en a pas vraiment eu, qu'il s'est bien entendu avec tout le monde, qu'il veut les revoir. Bon, Le discours très lisse, quoi. oui, voilà, le discours de l'aventure humaine unifiée. Il avoue aussi ne pas être un grand spécialiste des saisons précédentes, mais il reconnaît que l'émission est emblématique. Bah, c'est la posture attendue après une sortie, surtout la première. On insiste sur l'unité du groupe, sur l'expérience positive globale. C'est bon pour son image et pour l'image de l'émission aussi d'ailleurs. C'est de la com en gros. C'est de la communication post-émission, oui. Après, ça n'empêche pas qu'il y ait une part de sincérité, bien sûr. Mais le discours est très contrôlé, c'est certain. Bon, arrivons au sujet qui fâche. La polémique. Des accusations de propos racistes qui ont circulé. Dans l'interview, il apporte cette front. Oui, il ne pouvait pas y échapper de toute façon. Il reconnaît que ces propos étaient déplacés, inappropriés. Il dit aussi qu'ils ont été sortis de leur contexte, mais il ajoute qu'il comprend qu'ils aient pu être perçus comme racistes. Mhm. Et il exprime un regret profond. De tout mon cœur, je regrette profondément. Il parle de maladresse, assure que ça reflète pas ses valeurs, et il présente ses excuses publiques. Voilà, on a la structure assez classique des excuses publiques dans ce genre de situation. Reconnaissance des faits, enfin des propos tenus, expression de remords. Une tentative d'explication ou de contextualisation. La maladresse, le contexte, la dissociation entre l'acte et les valeurs profondes, ça ne me ressemble pas.
Et enfin, les excuses formelles. C'est important de préciser, comme on le fait toujours, qu'on rapporte ses propos tels qu'ils sont dans l'interview. On ne prend pas parti sur le fond. Absolument. On analyse sa réponse médiatique à la controverse. Et sa réponse suit un schéma assez identifiable de gestion de crise. Il essaie de reprendre la main sur le récit. Tout à fait. La distinction qu'il fait entre maladresse et intention raciste, c'est souvent le nœud du problème dans ses affaires. Et là, il donne sa version. Exactement. Donc, si on essaie de résumer un peu cette analyse rapide de l'interview, on a un passage éclair pour Théo, marqué par ce secret personnel assez lourd, Oui. une connexion visiblement forte avec Pimprenel, et puis une sortie clairement ternie par cette polémique à laquelle il répond par ses excuses publiques qu'on vient de décrire. Et ça nous laisse avec cette question un peu plus large, finalement. À quel point est-ce que cet environnement de télé-réalité, cette pression constante, agit comme un révélateur? Est-ce que ça expose les failles, les maladresses? Bonne question. Et quand la tempête médiatique arrive, comment faire la part des choses entre une vraie prise de conscience, s'il y en a une, et puis une stratégie de communication bien rodée pour limiter les dégâts? C'est toute la complexité de la préémission pour ces candidats, quoi. Une réflexion à garder en tête.